Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette rencontre 90 minutes pour le lire. Un échange régulier, échange proposé par l'IGPDE, l'Institut de la gestion publique et du développement économique, avec aujourd'hui un partenariat avec la sous-direction de l'innovation pédagogique et collaborative, l'IPEC, au MTE, le ministère de la Transition écologique et solidaire. On va parler de la Cour des comptes, on va parler de Compter demain, cet ouvrage Compter demain sur la Cour des comptes et démocratie au XXIe siècle, avec ces deux auteurs. Bonjour Adeline Baldacchino. Bonjour Camille Andrieux, merci d'être avec moi, avec nous cet après-midi pour parler de votre ouvrage. Un mot très succinct sur vos parcours à toutes les deux. Vous êtes toutes les deux conseillères référendaires à la Cour des comptes, donc co-auteur de cet ouvrage. Camille Andrieux, vous êtes chargée de mission auprès du Premier Président. Vous êtes aussi présidente du think tank Provence Avenir, hein, c'est bien ça. Tout à fait. Et vous avez écrit un autre ouvrage, Le XXIe siècle s'invente en Afrique, 2017, édition Atlante. C'est bien ça. Adeline Baldacchino, vous êtes énarques toutes les deux. Adeline, vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment La ferme des énarques, et puis l'ouvrage Celui qui a dit non, c'était il y a quelques années. Vous exposez votre vision de la Cour des comptes, une Cour des comptes qui a le pouvoir de contribuer, de porter la transition écologique du secteur public. Et vous appelez par ailleurs la rue Cambon à s'ouvrir davantage aux citoyens. Pour démarrer notre échange, sachant que vous êtes nombreux avec nous cet après-midi, je vous invite à poser des questions. Vous devez avoir un onglet à la droite de vos tablettes, de vos téléphones. Donc allez-y, je vais essayer de relayer toutes vos interrogations pendant l'heure et demie qu'on va passer ensemble. Première question sur la perception de votre ouvrage qui bouscule quelques codes. Quel accueil, peut-être Adeline Baldacchino, quel accueil rue Cambon depuis sa publication? C'était en janvier dernier, je rappelle, hein, Fondation Jean Jaurès aux éditions de l'Aube. Eh bien, un accueil plutôt joyeux, festif et enthousiaste, parce que ça nous a permis de déployer des thèmes qui sont chers en fait à beaucoup d'entre nous au sein de la Cour des comptes et des juridictions financières au sens plus large. C'était un livre qu'on a pensé comme un outil pédagogique aussi pour mieux faire connaître le sens de notre activité. Et je crois qu'on a essayé d'y démontrer aussi à quel point on était attaché à cette maison, à ses activités, à son rôle démocratique, on y reviendra évidemment. Et en fait, ça croisait nombre de préoccupations ou d'idées de nos collègues. Et donc, globalement, voilà, un accueil plutôt bienveillant, avec évidemment des clivages, des idées mieux accueillies que d'autres, des discussions. Oui. Et en fait, du coup, c'est un petit peu ce qu'on avait envie que ce soit, c'est-à-dire matière à débat, matière à réflexion. Oui. Votre ouvrage, d'une certaine manière, décoiffe, je le disais, bouscule quelques codes et c'est tant mieux, une matière à débat, on y est aujourd'hui. Camille Andrieux, rappelez-nous peut-être la genèse, comment vous avez travaillé, comment vous êtes venu à écrire cet essai. Effectivement, l'accueil, comme l'a dit Adeline, a été plutôt favorable parce que, en fait, je crois que quelque part, on rebondissait sur des thèmes qui sont chers aux magistrats et aux agents de la Cour des comptes. Nous, on a décidé de coécrire cet ouvrage pour évidemment plein de raisons, mais deux principales. La première, c'est de faire face au sujet aujourd'hui de l'attractivité de la fonction publique. Il y a plein de chiffres qui sortent. J'en donnerai peut-être un qui est sorti le plus récemment. Le 14 février, il y a une étude de la DGAFP qui montre que, en gros, sur les cohortes de nouvelles générations qui intègrent la fonction publique, donc juste en étant diplômés, c'est seulement 11% de ces nouvelles générations qui intègrent la fonction publique. Il y a 20 ans, c'était 25%. Donc on voit, je pourrais donner évidemment plein d'autres chiffres, mais on voit à travers cet exemple-là qu'il y a un vrai sujet d'attractivité. Que ce soit en pied de corps, mais ensuite dans l'attractivité et dans la carrière. Donc nous, ce qu'on a voulu faire avec Adeline, c'est quelque part donner à voir notre métier de magistrat financier en se racontant, en acceptant de raconter ce que l'on fait, en acceptant de donner des pistes aussi sur ce que l'on pourrait faire à l'avenir, et donc quelque part en ouvrant, comme vous le disiez, les murs de la rue Cambon. Ça, c'est le premier point qui est quelque part partagé par tous, parce on est tous très attachés au secteur public, au service public, à la Cour des comptes. On a soif de faire mieux et de donner envie du service public.
Le deuxième point qui, je crois aussi, permettait de réunir beaucoup de magistrats et d'agents autour de l'ambition de notre ouvrage, c'est la question de la fonction de contrôle. On croit profondément avec Adeline au rôle du contrôle en démocratie. Dominique Rousseau parle de démocratie continue, à savoir le suffrage universel, mais aussi en le dépassant, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet de faire démocratie au-delà du suffrage universel et du vote. Et donc nous, on pense profondément que le contrôle démocratique permet de faire démocratie. Et donc ce qu'on essaye de faire dans notre ouvrage, c'est d'esquisser des pistes pour moderniser la fonction de contrôle aujourd'hui en France au travers de la Cour des comptes. Dominique Rousseau, le constitutionnaliste. Un mot en rebond, peut-être Adeline Baldacchino, vous évoquez quelques stéréotypes, quelques clichés, les dorures, les beaux tapis, et on voit bien ces images, mais à vous lire, on voit que ça va bien au-delà de ça, c'est passionnant, et d'une certaine manière, vous rendez fortement hommage à votre institution, au secteur public. Il y a des missions très larges, on a envie d'en savoir plus quand on lit votre ouvrage sur ces missions. Oui, puis qui sont mal connus, y compris des étudiants de Sciences Po, par exemple, dont j'ai été, qui se font une image de la Cour des comptes, qui commence par le mot compte, qui fait un petit peu peur, avec l'idée d'une sorte d'austérité comptable à la fois dans les métiers, mais aussi dans les manières d'être, dans les profils de carrière, etc. Et qui masque un petit peu la réalité de ce que ce métier est devenu au fil des années et de ce qu'il est sans doute appelé à devenir plus encore. C'est-à-dire un métier en prise, en réalité, sur l'activité quotidienne des services publics au sens le plus large, qui s'intéresse non seulement à la dimension comptable et financière, qui représente d'une certaine manière, et quoi qu'on en dise, le nerf de la guerre, mais aussi et surtout à ce à quoi cela doit servir, c'est-à-dire au service rendu, et donc non pas seulement à la performance, qui est un mot qu'on n'aime pas beaucoup, vous le verrez en lisant le livre, mais plutôt à l'intérêt général, si on veut, mais l'intérêt en général aussi de ces métiers qui sont au service du public, c'est-à-dire du citoyen, c'est-à-dire de chacun d'entre nous, y compris d'ailleurs de ceux qui y travaillent, de leur famille élargie, etc., etc. Et donc c'est quelque chose de beaucoup plus près finalement du terrain qu'on ne peut l'imaginer, et qui conduit les magistrats de la Cour à être en permanence au sein des administrations, des établissements publics, etc., auprès des agents à tous les niveaux possibles et imaginables, pas seulement politiques et plutôt administratifs en réalité, pour essayer de comprendre où ça bloque, quand des mécanismes ne fonctionnent pas, quand des processus ne sont pas au point, et tenter d'apporter une petite pierre à l'édifice pour que ça aille un peu mieux. Intéressant et important de souligner pour continuer de faire reculer ces stéréotypes. Vous n'êtes pas enfermé dans des bureaux parisiens de la rue Cambon. Vous allez sur le terrain, vous allez à l'étranger quand vous auditez, quand vous faites ces missions de contrôle. Vous allez au contact des agents des services publics. Hein, c'est bien cela. C'est tout à fait cela, et c'est amplement nécessaire. Donner peut-être un exemple. Moi, j'ai travaillé sur le sujet des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et donc l'idée, c'est évidemment pas de rester dans le bureau rue Cambon en face de Chanel et de Dior, c'est évidemment d'aller voir et donc de rencontrer les gens qui sont à la fois, qui organisent, là je prends l'exemple du sport, mais ça pourrait être évidemment plein d'autres politiques publiques, qui organisent là en l'espèce les Paris 2024, mais également les sportifs et donc les bénéficiaires. Nous, ce qu'on essaye de faire à la Cour des comptes, et c'est un axe qui est porté par Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes depuis l'été 2020, c'est de renforcer la partie qualité du service public et donc audit de la qualité du service public. On a eu tendance à l'oublier un petit peu, ça rebondit aussi sur ce que tu disais Adeline, sur le prisme budgétaire, le prisme austéritaire, alors qu'en fait la Cour des comptes c'est un organe qui a vocation à évaluer le service public et à en rendre compte. C'est la déclaration, l'article 15 de la déclaration de 1789 qui dit que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Et donc on voit vraiment les deux leviers, la société et l'administration. Et donc il ne faut évidemment pas oublier le levier société. C'est pour ça qu'on fait évidemment qu'on fait beaucoup d'entretiens, beaucoup de rendez-vous, et on pourrait le faire encore davantage dans la partie évaluation de politique publique qu'on essaie de développer encore plus. Rue Cambon qui s'est ouvert, hein, vous le soulignez, ces rapports sont davantage ouverts à la société, ces rapports, ces travaux. Rentrons sur le fond, si vous voulez bien. Alors je vous cite, vous appelez cette Cour des comptes à être une cour écosophiste, l'agora de l'imaginaire public, la maison des citoyens. On va insister peut-être un peu plus tard dans l'échange sur les enjeux de comptabilité, de budget faire, sur lequel vous insistez. Mais juste pour rentrer sur le fond, poursuivre l'échange,
Cour écosophiste, Agora, Maison des citoyens, est-ce que c'est pas trop pour la Cour des comptes? Est-ce que c'est son rôle que de faire tout ça? Adeline, mais on avait envie d'associer, de manière un peu iconoclaste, la Cour des comptes à ces mots qui lui sont rarement associés, justement. Ouais. La magie, la poésie, l'imagination, l'imaginaire, et pas seulement l'innovation, la réforme, et tous ces mots de la novlangue administrative qu'on connaît mieux que personne. C'est ça, il y a les ateliers, je me permets de vous couper, de fiction sur lesquels vous insistez à la fin. Mais on fait des propositions sur une dimension atelier-fiction, etc. Ouais. Pourquoi on voulait faire? C'est pas seulement pour mettre les pieds dans le plat ou pour être complètement en décalage par rapport à l'institution, c'est parce qu'on pense qu'il y a un moment, une opportunité, un temps aussi de crise en réalité qui nous concerne tous. Et la Cour des comptes aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle existe depuis, disons, 1807, pour faire court, en réalité, 1320 si on remonte aux chambres des comptes, qu'elle est là éternellement. Elle doit aussi parvenir à trouver les meilleurs moyens de remplir un rôle qui appelle la confiance du citoyen, qui a plutôt confiance aujourd'hui dans la Cour des comptes. On le voit à travers les différents sondages et à chaque fois qu'on interroge les gens, y compris par exemple au moment des cahiers des doléances des Gilets jaunes, qui étaient plutôt positifs sur le rôle de la Cour des comptes en attendant plus et qui souvent demandent plutôt pourquoi vos rapports ne sont pas assez suivis des faits. Donc on a là une institution qui est encore forte, qui pour nous doit le rester, mais ne pourra le rester qu'à la condition aussi de s'emparer de sujets importants que trop souvent l'administration met de côté ou sur lesquels elle risque d'avoir un temps de retard politique. D'où ces grands termes que tu évoquais, écosophisme par exemple. En réalité, ça n'est pas simplement pour utiliser un joli mot qui nous amuse un peu, c'est parce que derrière, il y a des enjeux très concrets auxquels on va venir, d'écologie, de budget vert, de comptabilité verte, et au sujet desquels on considère qu'il doit y avoir une forme d'exemplarité de la Cour des comptes, sur laquelle elle a un rôle en réalité peut-être moteur à jouer. Peut-être un point pour ajouter, derrière l'action que vous posiez, il y a le trop. Et le trop, ça pourrait laisser penser au gouvernement des juges, qui est évidemment l'un des risques, ou en tout cas l'un des sujets qui nous est revenu. Est-ce que vous n'êtes pas pour un gouvernement des juges? Vous avez eu, non, la réponse est évidemment non. On fait tout à fait la distinction entre les juges, donc les magistrats financiers, et la démocratie, les élus de la démocratie. Évidemment, nous ne sommes pas élus et nous n'avons pas vocation à décider pour la représentation nationale ou à représenter les Français. Ça, on en est tout à fait clair. Ce qu'on propose, ça n'est évidemment pas ça. Ce qu'on propose, c'est, comme le disait Adeline, de s'adapter aux réalités françaises, aux réalités de la société et ce qui est demandé en tant que corps de contrôle. Si je prends juste un exemple sur la partie Maison des citoyens que vous évoquez, ce qu'on propose, c'est très simple. On propose, donc, comme vous le disiez, d'ouvrir les murs de la rue Cambon et d'aller beaucoup plus loin. On propose d'associer les citoyens bien davantage à nos travaux. Aujourd'hui, quand on fait des évaluations de politique publique, quand on contrôle un organisme public ou un organisme privé qui reçoit de l'argent public, on le fait en chambre, à la Cour des comptes. Ce qu'on propose ici, c'est de faire des évaluations de politique publique citoyenne, par exemple, où on aurait une obligation ou une contrainte de consulter l'ensemble de la population ou l'ensemble des parties prenantes de la population ciblée sur un contrôle. On propose aussi d'aller beaucoup plus loin. On propose d'associer, sur le modèle des jurys d'assises, des citoyens à nos délibérés, qui sont donc les instances collectives qui décident de la suite d'un rapport que les magistrats remettent. Donc tout ça pour dire que derrière les terminologies que vous avez utilisées, écosophisme, Maison des citoyens, Agora, il y a des choses extrêmement concrètes. Et donc, ces choses extrêmement concrètes, ça a vocation simplement à faire en sorte que la Cour des comptes soit en droite ligne de ce qui nous remonte des citoyens et des volontés de la population française aujourd'hui. Alors je repose ma question autrement sur... Est-ce qu'il y a d'autres organisations publiques, d'autres entités qui s'ouvrent au débat public? Il y a la Commission nationale du débat public, il y a le CESE, on l'a vu avec la Convention citoyenne sur le climat, qui était une nouveauté, qui a été diversement appréciée, mais qui son démarche ont été initiées par ces institutions, pour n'en citer que quelques-unes. La Cour des comptes fait ça aussi, ou est-ce qu'il ne faudrait pas, ce que vous dites, Camille Andrieux, le laisser à d'autres, le lien avec les citoyens, au CESE ou autres? Quelle articulation entre toutes ces institutions?
il y a une notion qui nous est chère à la Cour, qui est celle de la collégialité, parce que Oui. quand on présente un rapport qu'on a rédigé, dans sa première phase, il est examiné par une dizaine de personnes, puis ensuite il y a une deuxième phase après contradiction, il est à nouveau examiné par une dizaine de personnes, voire par une chambre au complet, etc. Alors, juste arrêtons-nous là-dessus, Ouais. parce que c'est très intéressant et on ne le sait pas forcément. Ouais. Donc, il y a un rapport, une dizaine de personnes, une première étude, Oui, il y a ce puis qu'on appelle... alors, avant si- que ce soit rendu public. Si on fait la ligne, chaîne, ouais, la frise ouais. chronologique, la chaîne, que connaissent bien tous ceux qui ont un jour ou l'autre été audités par la Cour des comptes, mais pas les autres, il y a ce qu'on appelle un rapport d'instruction à fin d'observation provisoire qui est rédigé par une petite équipe de rapporteurs. Ça peut aller de 1 à 5, 6, 7 rapporteurs grand maximum. Ceux qui ont les mains dans le Ceux cambouis, qui ont étudié. passent 3 mois, 4 mois dans un organisme, qui ont les mains dans le cambouis, qui posent des questions. Pareillement, ceux qui ont été audités se souviennent parfois avec un peu d'effet traumatique des questionnaires à rallonge qui leur ont été envoyés, etc. Tout ça débouche sur un rapport donc d'instruction à fin d'observation provisoire qui est examiné par une section au sein d'une chambre, c'est-à-dire en gros, disons, une dizaine de conseillers maîtres. Pour faire court, ça peut être un peu plus, un peu moins, peu importe. Il y a des affaires de quorum qui relèvent de la cuisine interne. Ce document provisoire est envoyé au contrôlé, qui dispose d'1 à 2 mois pour répondre. Tout ça, Et à ce stade, rien n'est rendu public. rien n'est rendu public à ce stade. Et les mêmes rapporteurs qui ont initié le premier rapport doivent rédiger un second rapport, un rapport dit d'analyse des réponses, dans notre jargon, qui repasse en chambre devant peu ou prou la même configuration. Selon l'importance des rapports, ça peut être du coup une assemblée collégiale un peu étendue. Et tout ça débouche sur ce qu'on appelle des observations définitives qui peuvent prendre des formes variées. C'est soit un rapport d'observation définitive, simplement, qui a désormais vocation, depuis le 1er janvier 2023, à être rendu public de manière systématique, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais. Ça peut être aussi d'autres formes de suite. Par exemple, ça peut être un référé au ministre, ça peut être un déféré au procureur général, ça peut être des transmissions s'il y a matière pénale au procureur de la République, etc., etc. Ça peut prendre la forme de rapports publics thématiques qui viennent marquer le coup et agréger plusieurs contrôles. Mais dans tous les cas, il y a donc une place très forte de la collégialité. C'est là que je voulais en venir. Et ça veut dire aussi une chose importante qui justifie d'ailleurs l'appellation ou le titre du premier président de la Cour des comptes. On ne dit pas seulement premier président pour lui donner plus d'importance, c'est parce qu'il est président parmi les présidents, président parmi ses pairs en réalité. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que quand on parle des autres institutions, on est tout à fait consciente qu'il y a en effet le CESE, France Stratégie, de nombreux acteurs de l'évaluation des politiques publiques, de la qualité du service public, etc. Pour nous, la Cour est évidemment une parmi ses pairs dans un système institutionnel. Notre idée n'est pas de dire il doit y avoir une centralisation un peu jacobine, dans cet esprit qu'on connaît bien à la française, où pour que ça fonctionne bien, la Cour des comptes doit être la seule à tout rassembler et à faire toutes les évaluations de politique publique, etc. Pas du tout. En revanche, elle joue un rôle un peu particulier dans cette configuration et dans cette constellation d'organismes, parce que c'est un rôle constitutionnellement garanti. Elle a une position dite d'équidistance, c'était un terme auquel Philippe Séguin en particulier tenait énormément, c'est-à-dire une égale distance entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Ça lui est garanti par la Constitution et ça lui permet très concrètement d'avoir une liberté de programmation très forte, mais aussi une liberté de publication. Et c'est ce qui fait la principale différence avec les rapports, par exemple, produits par des inspections ministérielles, qui vont être des rapports à la demande d'un ministre, libre ensuite de les publier ou non. C'est ce qui fait aussi malgré tout la différence avec d'autres types d'organismes qui vont adapter chacun leur programmation, mais selon des contraintes qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de la Cour. La Cour, elle a une liste d'organismes qu'elle doit périodiquement auditer. Mais elle peut aussi remplir... qui décide sa programmation. C'est complètement elle qui décide de sa programmation. Elle peut aussi rendre des rapports à la demande du Parlement, des assemblées, notamment des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est ce que l'on appelle les rapports dits 58.2, parce que ça renvoie à l'article 58.2 de la loi organique relative aux lois de finances. Mais c'est une toute petite portion, malgré tout, de l'ensemble de ces travaux. Et quand on programme, au début d'année, il y a un ensemble de critères de programmation qui vont amener à définir un programme de travail, mais lui assurer une véritable indépendance dans l'organisation de ces travaux. Mais pour revenir à la question que je vous posais, dans tout merci c'est extrêmement clair. Vous n'avez pas utilisé le mot citoyen. Enfin, à aucun moment dans cette chaîne, à ce stade, ce que vous expliquez, c'est que les citoyens sont associés, sont
consulter. Là, aujourd'hui, il y a une ouverture que vous appelez à être intensifiée. Alors oui, puis il y a une plateforme peut-être que... Et la plateforme Ouais, qui en est assez récente. On a donc récemment, parce qu'il y a à la fois ce qu'on a fait récemment et ce qu'on propose de faire. Ce qu'on a fait récemment, il y a en effet 2 nouvelles plateformes qui n'existaient pas à la Cour des comptes. Donc ce sont les 2 premières plateformes de la Cour des comptes. Une plateforme qui vise à permettre à tout à chacun de proposer des sujets de contrôle ou d'évaluation de politique publique. Et donc nous, Cour des comptes, ce n'est pas l'ensemble des juridictions financières qui sont ciblées par ce dispositif, c'est uniquement la Cour des comptes. Oui. Donc pas encore les chambres régionales. On s'est engagé à retenir 6 sujets par an qui relèvent des volontés citoyennes. Par exemple, en 2023, on va sortir des rapports sur le recours au cabinet de conseil, sur la fraude fiscale, sur les aides aux fédérations de chasseurs, etc., qui sont tous des rapports qui nous ont été proposés par la population. Ça, c'est la première plateforme qui est sortie il y a à peu près 1 an, je dirais. Une deuxième plateforme qui est une plateforme pour les lanceurs d'alerte, qui est sortie plus récemment en septembre dernier, et donc qui a là vocation vraiment à cibler des cas problématiques de gestion de l'argent public, qui d'ailleurs sont traités par le parquet, parce qu'à la Cour, il y a, comme dans toute juridiction, il y a le siège et le parquet, et donc pour les lancements d'alerte, c'est côté parquet. Peut-être juste pour rebondir aussi sur votre question, en fait, il n'y a pas d'effet. Nous, on n'appelle évidemment pas à la concurrence institutionnelle avec le CESE, la CNDP, on pourrait parler du CNR, etc., etc. Oui. Bien au contraire. Le sujet, c'est d'arriver à montrer collectivement qu'on peut arriver à se transformer, qu'on peut arriver à se moderniser et que l'État peut y arriver ensemble, avec l'ensemble des institutions. Si je prends 2 exemples, typiquement la partie démocratique que vous mentionniez, il y a des États qui le font très bien, sans tomber dans le cliché de la Startup Nation, qui n'est pas du tout ce qu'on propose. L'Estonie, par exemple, à la chute de l'URSS, s'est dit qu'il fallait inventer une nouvelle identité de pays, et cette nouvelle identité, ça a été l'identité démocratique qui est passée en partie par le numérique. Et donc tous les services publics sont accessibles de manière beaucoup plus forte que ça ne l'est en France à l'ensemble des citoyens, que ce soit les citoyens estoniens, mais aussi les citoyens étrangers. Et donc ça a été une forme d'identité nationale qui a été recréée par l'accessibilité des services publics. Nous, ce qu'on propose par la Cour des comptes, mais évidemment par les autres institutions, et on en serait tout à fait ravis, c'est qu'on se mette tous ensemble dans le même wagon pour y arriver. Le deuxième sujet qui est d'importance primordiale, c'est le sujet de la transition écologique. Oui, et ça, on va aller dessus. Mais nous, ce qu'on propose, sans rentrer dans les outils concrets que l'on suggère, c'est d'arriver à porter un paradigme autour de la transformation écologique, et l'État peut y arriver. La fonction de contrôle également, parce que à la Cour des comptes, on nous renvoie souvent aux Journées européennes du patrimoine, qui d'ailleurs sont un franc succès pour la Cour des comptes, qui marchent très bien. On nous renvoie souvent, oui d'accord, c'est bien beau ce que vous faites, mais en fait, vous servez à quoi? Parce que, quelque part, vos recommandations ne sont pas contraignantes. Vous le mentionnez dans l'ouvrage des rapports, enfin le cliché des rapports qui servent à fermer une porte. À caler les portes. En fait, ce n'est pas le cas, et ça n'est pas connu, et donc nous, on a un vrai travail de communication interne et externe sur le sujet, parce qu'en fait, 80% de nos recommandations sont suivies d'effets. On a un service interne aux juridictions financières qui permet de coller à la culotte, excusez-moi de cette expression, les organismes audités pour vérifier que telle ou telle recommandation sont mises en œuvre. Donc on a un vrai effet d'entraînement. Et c'est en raison de cet effet d'entraînement qu'on propose ce qu'on propose là, et notamment la partie cours écosophiste. Continuez Alors, je ne sais pas quelle caméra regarder, mais en tout cas, continuez de poser vos questions. J'en relaye une, mais vous y avez répondu. Question de Nicolas Larmagnac, merci de l'avoir posée. Il nous écrit « Les collectivités territoriales se sont ouvertes au débat public il y a bien longtemps. N'est-il pas temps que la Cour des comptes sorte de l'entre-soi à son tour ?» Bon, vous y avez répondu. Sur ce point quand même des collectivités territoriales, parce qu'il y aurait plein de choses à en dire, simplement signaler que, d'abord, quand on dit Cour des comptes, en fait, on pense juridiction financière, donc évidemment, il faut inclure dedans les chambres régionales et territoriales des comptes, on y reviendra, c'est-à-dire ce grand mouvement de décentralisation depuis 82. Mais aussi, il y a de ce côté-là des choses qui bougent, puisque c'est depuis 1 an à peu près que
désormais, les chambres régionales et territoriales des comptes vont pouvoir faire des évaluations de politique publique locale et s'engagent donc dans un travail beaucoup plus partenarial d'une certaine manière avec les élus qui là encore devraient se faire au plus près du terrain en sortant du seul contrôle budgétaire classique qui était leur fonction plus habituelle ou du contrôle organique qu'elles vont continuer évidemment de faire mais avec une approche un petit peu différente et que la Cour avait commencé à expérimenter. Grand projet porté par Pierre Moscovici dans sa réforme. Pierre Moscovici qui fait le préambule, qui souligne, qui soutient votre démarche avec ce préambule. Alors il prend un peu ses distances aussi, je le lis, cet ouvrage, je précise, se lit très très bien, se lit très très vite. Je vous invite à le consulter. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elles écrivent, dit-il. À mes yeux, elles sous-estiment le tournant vert pris par la Cour, qui fera des politiques d'adaptation au changement climatique le thème de son rapport public 2024. Je suis tenté de ramener leur vision parfois quelque peu utopique vers plus de réalisme, mais il soutient la démarche. C'était essentiel, c'était important à la fois qu'ils vous soutiennent dans cette démarche, et puis qui vous laisse aussi toute liberté d'explorer des chemins comme vous le faites. Il y a une allusion, je crois, des petites rivières. Enfin, vous avez des figures de style très, très, très sympas, si je puis dire. Enfin, c'était important qu'il ouvre votre ouvrage. Bien sûr, c'était important et c'était nécessaire parce que nous, l'idée, ce livre, évidemment, est tout sauf un pamphlet contre la Cour des comptes, c'est au contraire un plaidoyer pour la Cour des comptes et pour une Cour des comptes modernisée. Et donc on avait besoin aussi, alors non pas de l'assentiment, mais en tout cas du soutien de Pierre Moscovici qui préside la Cour des comptes. Et ça a été le cas dès le départ. Il nous a laissé franchement entière liberté. Blanche, je pense que c'est ce qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'on lui a dit qu'on avait le projet d'écrire un texte qui ouvrirait des voies et des pistes avec un horizon un peu différent de l'horizon institutionnel qui était celui dit de JF 2025, c'est-à-dire le projet des juridictions financières 2025 qu'il porte depuis son arrivée. Nous, on se place sur un horizon de moyen-long terme qui est un peu plus lointain d'une certaine manière, mais qui quand même prolonge en fait des pistes qui ont été largement esquissées dans ce projet-là. Et donc, on a simplement dit ça et il nous a donné, et ça, je dois dire que voilà, on en a été extrêmement heureuse. Il nous a donné carte blanche complètement pour écrire ce texte-là, qui n'est donc pas un texte évidemment écrit au nom de l'institution, mais bien en nom propre, mais qui essaye de tirer à la fois des leçons d'une certaine expérience qu'on peut avoir alors pour ma part, un peu plus d'une dizaine d'années à la Cour, mais aussi des leçons d'espoir, enfin de provoquer l'envie, d'une certaine manière, de s'intéresser à ce que l'institution fait, de s'intéresser aux manières qu'elle a de le faire, et aussi, ça a été un outil pour nous, en tout cas, moi je l'ai un petit peu pensé comme ça, permettant de lever une forme d'autocensure qui, à la Cour des comptes, comme dans tout le service public en général, peut parfois s'imposer aux agents quand ils ne se sentent pas complètement en accord avec la direction que prend une politique publique, par exemple, et ils se disent, mais bon, en fait, on a deux vies. On a notre vie de citoyen, où on a le droit de penser des choses un peu radicales et de se rendre compte que le monde ne va pas bien et que on n'a pas envie que nos enfants vivent dans un monde complètement défait et où on naviguera sur des océans de plastique. Et puis, notre vie de fonctionnaire où on n'a pas le droit de se prononcer parce que voilà, on doit représenter la voix de son maître d'une certaine manière. Et nous, on a eu envie d'écrire un texte qui réconcilie ces deux fonctions-là, c'est-à-dire notre rôle d'agent public, de fonctionnaire, engagé à la fois dans la cité à titre personnel et au sein de l'institution, en essayant de repérer les points de rencontre qui pouvaient se faire entre cette vision-là qu'on avait envie de préserver avec une forme de radicalité et ce qui pouvait apparaître comme des signes encourageants du côté de l'institution. Pourtant, intéressant, essentiel de souligner que les agents publics sont des citoyens. Oui, et sur la partie, c'est le passage que vous lisiez, sur la partie utopie versus réalité, inutile de rappeler que les rêves entraînent et peuvent engendrer l'action. Un seul exemple pour décentrer, parce qu'on en parle beaucoup de la Cour des comptes française, un seul exemple pour parler d'autres institutions. Oui. Au Sénégal et au Togo, en ce moment même, il y a une utopie qui est en train de se jouer et qui se traduit dans l'action aussi, pour rebondir justement sur les mots de la préface que vous mentionniez. Les cours des comptes sénégalaises et togolaises ont été créées assez récemment. Ce n'est pas des institutions comme la Cour des comptes française qui date depuis 1807, loin de là.
Oui. Et donc là, il y a, depuis la fin d'année 2022, des cas extrêmement intéressants. D'abord au Sénégal, maintenant au Togo, où en fait les cours des comptes se sont saisis de cas de malversation ou de mauvaise utilisation des fonds Covid au Sénégal et au Togo, en disant attention, en fait, sur tant d'argent qui a été alloué au fonds Covid, tant d'argent a été mal dépensé, soit pour des dépenses personnelles. Enfin, je vous laisse imaginer ce qui peut y avoir derrière. Et donc, sur la base de ces rapports, Sénégal et Togo, des manifestations populaires ont eu lieu. Je trouve que cet exemple est intéressant parce que ça montre vraiment comme, à nouveau, ces institutions, les institutions supérieures du contrôle sénégalaises et togolaises, n'avaient pas ce rôle avant, n'avaient pas un rôle d'agitateur démocratique, loin de là. Aujourd'hui, c'est le cas. Et donc, on peut tout à fait passer du rêve à la réalité. C'est le cas sur ces deux exemples. Et donc, nous, c'est ce qu'on propose, évidemment, dans des contextes complètement distincts, etc. Mais l'effet des cours des comptes peut être réel, y compris dans la démocratie. Un rôle essentiel. Abordons plus avant, si vous voulez bien, les enjeux de transition, qui sera au cœur du rapport 2024. Vous écrivez, vous appelez à ce que la Cour des comptes intègre l'environnement à sa raison d'être, puis vous développez plus avant, mais je vous propose d'insister là-dessus. En quoi c'est important, en quoi c'est indispensable, selon vous ? C'est indispensable parce que déjà c'est un sujet qui nous tient personnellement extrêmement à cœur et c'est un sujet qui n'est pas suffisamment pris en compte. Pierre Moscovici revient dans sa préface sur le fait qu'en 2024, il y aura effectivement un rapport public annuel thématique sur l'adaptation au changement climatique. Mais ça reste insuffisant. Déjà, dans le timing, on aurait dû le faire bien avant, et puis on pourrait faire encore bien d'autres choses. C'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, on a un prisme qui est encore trop budgétaire. On le voit, on l'a vu dans les rapports récents. On s'amuse à citer dans notre ouvrage certains rapports, notamment un rapport de la Chambre régionale des comptes d'Occitanie pendant le Covid, donc en 2020, un rapport qui contrôle le CHU de Toulouse et qui dit en substance, enfin c'est hallucinant, qui dit en substance que le nombre de lits est encore trop élevé. Alors certes, c'est sûrement malheureux, c'est une maladresse. Voilà, il y a forcément un décalage. Bien sûr, parce que la gestion portait à partir sur le contrôle sur 2015-2020. Donc, mais il y a quand même un effet de maladresse totale sur le moment où c'est sorti. Donc, nous, on part de cette partie-là en disant que le prisme budgétaire, qui est un des prismes de la Cour des comptes, c'est important de bien sûr vérifier qu'un euro dépensé est bien dépensé, qu'il y a une efficacité budgétaire, etc. Mais ce que nous, on propose, c'est d'avoir un paradigme qui soit bien élargi et qui prenne en compte le sujet des soutenabilités, qui soient les soutenabilités sociales et environnementales. Et donc, qu'est-ce que ça signifie ? Si je reprends mon exemple des Jeux de Paris 2024, ce serait se demander, OK, 1 euro qu'on utilise pour les Jeux de Paris 2024, budgétairement, ça signifie ça. Mais en termes environnementaux, est-ce que c'est une dépense verte ? Est-ce que c'est une dépense brune ? Est-ce que c'est une dépense noire ? Etc. Et donc, c'est un vrai changement de paradigme derrière cette cour écosophiste. On a utilisé l'expression de cour écosophiste qui vient de Félix Guattari pour dire que la cour des comptes doit accepter de se mettre dans son environnement au global et donc accepter de changer de paradigme de contrôle et de changer d'outils. Oui, ce sera peut-être pas simple parce qu'on a aussi ce stéréotype de la Cour des comptes très formatée gestion budgétaire annuelle, recherche d'économie. Alors on va pas faire le petit résumé de la réforme de l'action publique, de la réforme de l'État de ces 20 dernières années, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc cette gestion budgétaire annuelle, il faut la dépasser pour appréhender pleinement les enjeux de transition. C'est une nécessité absolue, Adeline Baldacchino. Oui, alors moi j'ai coutume de raconter, quand on me demande un petit peu comment j'arrive à réconcilier cette vision dans laquelle les chiffres sont toujours au service d'une politique et non pas l'inverse. C'est-à-dire le but de la manœuvre n'est justement pas d'aller faire du rabot partout pour voir comment engranger plus d'argent. Pour en faire quoi ? C'est toujours ça la question qu'on doit se poser. Et quand on me demande comment est-ce que j'arrive à concilier ça avec ce métier de magistrat à la Cour des comptes, avec tout ce que ça engage effectivement d'imaginaire derrière, j'aime raconter l'un des premiers contrôles que j'avais été amenée à faire à la Cour des comptes, c'est 2009, le moment où j'y entre, à l'époque présidence Séguin. Et il se trouve qu'on voulait aller voir comment la France avait traité les anciens combattants dits indigènes issus des anciennes colonies françaises en termes de rémunération pour leur pension de retraite.
Et on s'aperçoit à ce moment-là d'une forme de scandale. En tout cas, Philippe Séguin était prêt à le qualifier comme tel, je crois, à savoir que les pensions avaient été cristallisées à la date des indépendances, mais que leur montant actuel ne reflétait en rien, en réalité, les fameuses parités de pouvoir d'achat qui pouvaient justifier les écarts qui nous étaient présentés. Ouais. Et donc, à ce moment-là, le premier rapport que j'ai eu à rendre avait consisté à dire, eh bien, voilà les mécanismes qui ont été mis en place. Ils représentent vraisemblablement une forme d'injustice, à tout le moins morale, c'est certain, même si ça n'est pas le rôle de la Cour des comptes initialement de l'assumer, mais en tous les cas aussi une infidélité au texte qui était censé avoir un lien avec justement des éléments de critères objectifs de parité de pouvoir d'achat. Et donc, si on voulait aligner ces pensions de manière à les rendre justes, eh bien, ça coûterait quelque chose de l'ordre, à l'époque, je crois, de 150 millions d'euros par an pendant quelques années. En réalité, très peu, puisque ces anciens combattants étaient tous extrêmement âgés. Et je me souviens très bien avoir eu une collégialité de la Chambre à l'époque qui avait parfaitement assumé ce message en considérant que le rôle de la Cour n'était pas seulement, systématiquement, de demander une moindre dépense, mais seulement et principalement de s'assurer du respect des objectifs fixés par le législateur à l'exécutif. Et alors, cet exemple est peut-être complètement anecdotique, mais il signifie aussi qu'il y a toujours eu, y compris et depuis l'origine en réalité, au sein de la Cour, une double culture avec des mouvements de fluctuation un peu cycliques qui consistent à regarder le bon usage des deniers publics, non pas seulement pour dire on a trop dépensé, mais pour dire a-t-on dépensé en fidélité aux objectifs qui ont été fixés et à l'intérêt rendu en réalité pour le citoyen. Et donc se rappeler de cela au moment d'entamer chaque nouveau contrôle, c'est déjà le meilleur garde-fou pour s'éviter d'arriver avec un regard biaisé qui consisterait dès l'abord à se demander comment on doit réduire ici les frais de personnel, là les frais de fonctionnement, etc. Nous, notre porte d'entrée, mais qui en réalité est celle de la grande majorité des collègues quand ils entament un contrôle, elle consiste à regarder plutôt la sortie, le service rendu. Voilà le rapport d'activité. C'est souvent ce qu'on va demander en premier à un organisme. Voilà le rapport d'activité. Et ensuite, voilà les ressources qui ont été mises en face. Et l'une des questions qu'il faut que l'on pose de manière sans doute plus fréquente aussi, ça n'est pas seulement auriez-vous pu faire avec moins? Ça, on sait très bien le demander, on va creuser, on dit oh là là, vous avez gâché tant, etc. C'est vrai qu'après coup, parfois, ça peut être plus facile parce qu'on détient toutes les données qu'on ne voyait pas quand on avait le nez dans le guidon. Parfois, on peut être amené à dire eh bien, on vous a donné là une injonction contradictoire, on vous a demandé de faire plus avec moins, ça n'était pas tenable, ça n'était pas possible. Cela aussi, nous pouvons le prendre en considération, à tout le moins l'écrire noir sur blanc, ce qui est déjà un premier pas. En tout cas, vous y encouragez. Merci beaucoup. On poursuit nos échanges. Posez vos questions. Il y en a quelques-unes, mais à la droite de vos tablettes, de vos écrans, de vos téléphones. Allez-y. Question sur les indicateurs, sur la base de ce que vous expliquez, Adeline Baldacchino. Est-ce que, pour accentuer, je ne sais pas si on peut parler de prise de conscience, ou en tout cas de ce paradigme un petit peu différent, est-ce qu'il faut créer de nouveaux indicateurs, sachant qu'il y a déjà des indicateurs extra-financiers, des comptabilités environnementales qui ont été posées sur le papier, des budgets verts, ce sera le thème du rapport annuel de 2024. Est-ce que les acteurs publics s'en saisissent suffisamment? Alors peut-être pas, à écouter Adeline Baldacchino, est-ce qu'il faut inventer de nouveaux indicateurs? Je crois que le sujet, je répondrai à votre question évidemment dans un deuxième temps, le sujet est le même pour l'ensemble de la société en fait. Aujourd'hui, on a des règles qui ne sont pas toutes contraignantes et qui visent à accélérer ou à permettre la transition écologique et donc la lutte contre le changement climatique. On a une obligation de déposer des bilans gaz à effet de serre, loi de 2012, la loi Grenelle. On a des directives européennes, la directive RSE qui vient de sortir au 1er janvier 2023. On a la taxonomie européenne, etc., etc. Donc il y a des outils qui existent déjà aujourd'hui. Moi je pense que le sujet, c'est moins d'imaginer ce que ça pourrait être encore davantage que de les mettre en pratique. Et je m'explique maintenant dans le cadre de la Cour des comptes.
Les outils du budget vert que vous mentionniez, qui est assez simple en fait. La France a été plutôt précurseur en la matière parce que c'est sur la loi de finances 2021 que le budget vert a été mis en œuvre et donc vise à mettre en place des catégories de dépenses publiques en disant si elles sont pro ou pas environnement, pour le dire de manière simple. Évidemment, il y aurait plein de micro-sujets à relever, mais c'est déjà une très bonne initiative. Nous, on pourrait le faire à la Cour des comptes. Qu'est-ce que ça signifierait? Ça signifierait juste rajouter une deuxième lunette à nos contrôles. C'est-à-dire qu'on vérifierait, comme on le disait, budgétairement, mais aussi sur ce prisme budget vert, qu'est-ce que ça signifie? Contrôler l'éducation, contrôler la sécurité sociale, contrôler le ministère de l'Intérieur, les dépenses qui sont faites, est-ce qu'elles sont pro ou non environnement? Donc ça existe, c'est un exemple d'outil. Il y a d'autres exemples. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, c'est ce qu'on souhaite. Aujourd'hui, à la Cour des comptes, on est en train d'auditer le budget vert lui-même. Ce qui est déjà pas mal, mais ce qu'on propose, c'est d'utiliser ce budget vert sur l'ensemble des contrôles, des champs de contrôle de la Cour des comptes. Il y a d'autres outils aussi, notamment la comptabilité verte. Oui. La comptabilité verte, qui est aussi une spécificité française. Ça a été développé par des Français, notamment, et donc c'est tout à fait opérationnel. L'idée... Vous pouvez juste faire un break, si je puis dire, et Bien expliquer la comptabilité Bien verte, sûr. c'est quoi? C'est d'autres règles ou non, c'est un autre prisme? En fait, c'est d'arriver à rentrer dans les champs comptables, dans les cases comptables, ce que, si on prend l'exemple d'une entreprise, mais ça pourrait être aussi le cas d'un établissement public ou d'une administration, pour une entreprise, l'impact des activités d'une entreprise sur le capital naturel pour le vert et le capital humain sur le social, donc, le taux de licenciement, etc. etc. Donc c'est d'arriver à intégrer l'impact sur le capital naturel et social comme coût en comptabilité. Et donc c'est extrêmement puissant parce que c'est pas juste des beaux mots. En fait, ça a un effet très concret sur le résultat net, donc les soldes intermédiaires de gestion, et donc des effets très concrets sur est-ce qu'une banque va prêter à tel ou tel organisme en fonction de ses résultats nets, qui ne sera pas que financier, qui sera financier, vert et social. Donc ça, c'est aussi un exemple d'outil qui existe, que nous, on n'utilise pas. Qu'on peut, voilà, c'est ça, c'est la deuxième partie de ma question, qu'on peut transposer dans la comptabilité publique. Paradoxalement, si je peux me permettre, c'est juste qu'en effet, le privé, sur ce point-là, est en avance sur le public. Le modèle, par exemple, il existe différents modèles. Il y en a un qui commence à être bien connu des acteurs du secteur privé, qui s'appelle le modèle CARE, qui a été développé par des chercheurs français, Jacques Richard, Alexandre Rambaud, d'AgroParisTech, etc. Et ce sont des modèles sur lesquels les entreprises privées commencent à se pencher en parallèle du modèle classique du plan de comptabilité générale pour pouvoir évaluer leur impact. Et d'une certaine manière, là-dessus, comme sur le reporting dit extra-financier, le privé commence à être un peu en avance parce qu'il a des obligations qui lui ont été fixées, qui ne le sont pas aujourd'hui pour le secteur public, ce que disait Camille. Il y a un article intéressant qui vient de sortir dans Le Monde qui évalue la mise en œuvre de l'obligation de publication des bilans de gaz à effet de serre, donc la loi Grenelle de 2012 que je citais, qui s'applique aux entreprises de plus de 500 personnes, 500 salariés, mais aussi aux administrations publiques, donc établissements publics, collectivités territoriales, etc. C'est extrêmement intéressant dans le mauvais sens du terme, parce qu'en gros, si on prend au global toutes les organisations, c'est moins de 50% d'entre elles qui se conforment aux obligations de publication des bilans de gaz à effet de serre. Et qui se conforme davantage? Le secteur privé. C'est à peu près 45%, je crois, des entreprises privées qui sont dans le scope de cette loi, qui se conforment à cette obligation. Les établissements publics, si je ne dis pas de bêtises, c'est 25%. Les collectivités, c'est 20%. Parce qu'elles n'y sont pas contraintes ou parce qu'elles... Si, elles y sont... Mais elles ne savent pas faire, il y a un sujet de compétence? Je pense qu'il y a un sujet culturel. De volonté politique ou de sujet culturel. Un sujet culturel et un sujet de volonté politique. Parce que, alors il y a aussi l'autre versant du miroir, que quand on interroge l'administration pour savoir s'il y a des sanctions financières qui peuvent s'appliquer. L'administration dit non, mais en fait c'était plutôt, on l'a conçu comme un outil incitatif, mais on ne voulait pas sanctionner. Mais en fait il faut sanctionner, parce que, enfin il faut sanctionner, en tout cas il faut donner les moyens de mettre que cette réglementation soit parfaitement contraignante, même si elle l'est déjà juridiquement. Donc tout ça pour dire que les outils existent, il faut qu'on les mette en œuvre. Et là où moi je suis pas en accord avec Pierre Moscovici, ce qu'il dit sur le fait qu'on sous-estime ou qu'on sous-estimerait le tournant vert de la Cour, je crois qu'on le sous-estime pas. Je crois qu'il y a tellement de choses à faire pour le moment. Certes, le rapport public annuel, c'est très bien en 2024, parce que concrètement, ça signifie... C'est un message fort, en tout cas. C'est un message fort. Très fort. Et concrètement, ça signifie qu'une bonne partie de nos contrôles en 2023, cette année, vont être orientés autour de cette thématique-là, pour pouvoir sortir ce rapport public annuel 2024. Mais il y a plein de choses encore à faire, et notamment mettre en œuvre ces outils.
C'est une tribune récente, peut-être pour celles et ceux qui nous regardent. Dans Le Monde, c'est ça, un papier? Tout à fait, ouais, dans les décodeurs du Monde. Décodeur. Adeline Baldacchino, ça veut dire qu'il faut être alors, j'allais dire plus volontaire, mais en tout cas plus prescriptif, impliquer des sanctions pour les organisations publiques ou des obligations. Alors, l'analogie peut être un peu osée, mais on se souvient de la loi de 2012 de François Sauvadet sur les enjeux d'égalité dans les nominations, avec des sanctions pour les organisations. Alors, ça a pris un petit peu de temps, puis n'allons peut-être pas trop loin dans l'analogie, mais voilà, faire des sanctions, comment accélérer, comment faire que si on se revoit dans un an, dans 2 ans, tiens, je vous invite dans un an ou dans 2 ans, on ait avancé concrètement. C'est une vaste question et je ne prétends pas avoir de recette magique. Mais ce qui est certain, c'est que si l'on ne commence pas par en faire une priorité à la fois politique, mais c'est moins notre sujet, et institutionnel, ça l'est pour le coup, oui. Le simple fait, par exemple, que l'on ne pose pas systématiquement ces questions-là lorsque l'on fait un contrôle, en soi est dommageable. Parce que, évidemment, les organismes que l'on contrôle vont toujours avoir tendance à essayer de se mettre en règle sur les sujets sur lesquels on va aller les chercher. Et c'est bien naturel. Donc, il faut déjà commencer du côté du contrôleur par poser systématiquement cette question-là, avant même de se poser la question des sanctions éventuelles. Mais ça renvoie à un débat plus vaste que je trouve très intéressant, parce que vient d'être publié en français la traduction d'un texte de quelqu'un qui s'appelle David Van Reybrouck, qui est un auteur belge un peu inclassable, difficile à mettre dans une case. Il est à la fois anthropologue et sociologue. Il avait beaucoup travaillé sur la question des élections et des enjeux démocratiques, et il le fait toujours en Belgique. Et ce court texte, qui est une petite conférence dite Huizinga, s'appelle Nous colonisons l'avenir. Oui. Et ce qu'il explique dans ce texte-là, c'est que, au fond, si dans le passé, les grandes puissances ont finalement colonisé géographiquement, nous, aujourd'hui, les pays pollueurs au sens le plus large, et donc pas seulement l'Occident, mais évidemment la Chine, etc., colonisons le futur, colonisons dans le temps cette fois, puisque tout ce que nous polluons aujourd'hui engage l'avenir des générations qui vont nous succéder. Et ce qu'il dit et explique de manière très intéressante, c'est qu'il y a 2 manières de répondre à ce constat. C'est soit de se dire on va imposer des règles, mais à chaque fois qu'on essaye de les imposer, en réalité, il y a une résistance de la société, alors on finit par revenir en arrière, et puis on fait trop peu, trop mou, pas assez vite, etc. Et on sera probablement toujours en retard sur l'urgence climatique qui est en train de se manifester. Soit on associe les gens, l'association du citoyen aux politiques elles-mêmes rend les mesures acceptable, compréhensible, voire plus désirable. Et il dit d'ailleurs, la Convention sur le climat, l'exemple français, c'était extrêmement intéressant, c'était un pas formidable, c'était une manière de faire travailler les gens sur des sujets qui les concernent tous. Le problème, c'est c'est la montagne qui a accouché d'une souris et qu'au final, les 3/4 des mesures ont complètement disparu de l'agenda politique. Et donc, il va un peu plus loin en imaginant d'autres formes institutionnelles, mais là, ça va bien au-delà d'un débat sur la Cour des comptes, où lui défend l'idée, par exemple, assez fascinante du préférendum, qui serait l'idée de référendum associé à des règles de préférence, et non pas seulement un oui ou un non. Et donc, il fait comme ça toute une série de propositions de nature institutionnelle qui sont à la fois révolutionnaires dans leurs principes et extrêmement applicable en réalité, sans un coup des mains. On n'a pas besoin de modifier la Constitution nécessairement pour faire ce genre de choses. On a besoin d'imagination démocratique à la condition que les sujets soient identifiés comme constituant des priorités telles que si on ne le fait pas, on sait bien que les choses vont se faire malgré nous, sans nous, contre nous. Mais Adeline Baldacchino, vous dites faut pas imposer parce que sinon faut pas sous-estimer, dites-vous en creux, la capacité des acteurs à porter des freins peut-être, à empêcher une pleine appropriation des dispositifs. Mais là, c'est l'heure. Enfin, depuis l'été dernier, c'est le moment. On voit l'exécutif, on parlera formation, c'est une des questions du chat. Je vais pas anticiper ma question sur la formation, mais le moment est là. On a vu fin juillet la Première ministre appeler toutes les organisations à mettre en place des enjeux d'administration exemplaire, en faisant le constat, pas tout à fait affirmé, mais quand même qu'il y avait un petit peu de retard depuis quelques années. Là,
c'est pas entendable finalement que de reculer ou d'aller contre des dispositifs un peu plus contraignants. Bien sûr, moi je pense que il faut être tout à fait radical sur ce sujet-là et oui, porter le sujet de l'hégémonie culturelle sur le fait que c'est nécessaire, c'est contraignant et c'est comme ça, c'est pas autrement parce que sinon on va dans le mur. Donc je pense que la radicalité s'applique parfaitement sur ce sujet et je pense aussi qu'il faut, peut-être que ça c'est plus politique que lié à la Cour des comptes, quoique, je pense qu'il faut qu'on arrête de faire passer pour des discussions technocratiques, des discussions qui sont en fait éminemment politiques. Oui. Un exemple. Aujourd'hui, il y a un débat extrêmement important qui est en train de se jouer et qui, je trouve, n'est pas du tout suffisamment médiatisé sur les normes comptables. Il y a en gros la partie américaine, ISSB, la partie européenne, les FRAG, qui portent des conceptions de matérialité très différentes. La partie américaine, et c'est Emmanuel Faber, ancien DG de Danone, qui porte la ISSB, propose en gros que soit évaluée simplement la conséquence du changement climatique sur les données financières d'une entreprise. Et donc on essaye de nous faire passer ça comme un changement radical. Pas du tout. En fait, on essaye juste, en gros, on reste dans un capitalisme ultra classique, ultra financiarisé, en expliquant juste la perte de biodiversité, les gaz à effet de serre, ça va avoir telle influence sur mon chiffre d'affaires et mon résultat net ou ma valorisation. C'est hyper important d'en parler, parce que c'est un choix démocratique derrière. Les FRAG a une conception de double matérialité, qui est donc à la fois du changement climatique sur le financier, et du financier sur le changement climatique. C'est une approche qui est beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus entendable aujourd'hui. Donc je pense aussi qu'il faut arriver à remettre en manœuvre et à donner les outils de compréhension, y compris médiatiques, y compris à la population, pour se dire attention, ce sujet qu'on pense être ultra techno, en fait, ça conditionne demain. Et là-dessus, sur ce point-là, je pense qu'on peut être plutôt fier d'être au sein de l'Union européenne parce que l'Union européenne porte des positions qui sont beaucoup plus importantes que les autres pays ou les autres régions du monde. Je parlais de l'EFRAG sur les normes comptables, mais on pourrait parler de la taxonomie européenne, on pourrait parler du Green Deal européen, etc., etc. Donc je pense qu'il faut être qu'il faut vraiment être radical. Si j'en reviens au sujet de la Cour des comptes, en fait, il y a 3 leviers pour rendre ça obligatoire. Il y a déjà utiliser les outils, comme on le disait, et donc le rendre contraignant. Et ça, je ne vais pas revenir dessus. Il y a le sujet de l'influence et de l'exemplarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Adeline mentionnait le fait que les directives RSE ne s'appliquent pas au secteur public. Eh ben, on pourrait dire, en tant que Cour des comptes, on veut être exemplaire, parce que quelque part, la Cour des comptes, c'est un outil pour rendre exemplaire l'action publique. Donc, rendons-nous exemplaires aussi. Rendons-nous exemplaires en nous appliquant la dernière directive CSRD, donc RSE de l'Union européenne, à nous-mêmes. Donc rendons contraignant cela, rendons contraignant le bilan gaz à effet de serre, etc., etc. Et portons ces sujets également sur l'effet d'entraînement que je mentionnais. Si on évaluait l'action publique à l'aune de ces obligations-là et des organismes audités, on aurait un effet de levier très important. Et le troisième point, pardon, mais ça, vous avez dit que vous reviendrez dessus, c'est le sujet de la formation. Oui, on va insister dessus. Juste, je prends deux questions. Merci. Posez vos questions. On arrive dans la dernière partie de notre échange. Question d'Amélie Turet. Merci beaucoup de témoigner. Qu'impose l'Europe? Alors, vous y avez répondu un petit peu. Qu'impose l'Europe en termes de règles de contrôle vertes aux administrations? Pas grand-chose. En fait, pas grand-chose. Si je prends juste l'exemple de la directive RSE qui est rentrée au 1er janvier 2023, ça s'applique aux entreprises et pas aux champs publics. Ce qui est un vrai sujet, parce que bien sûr que en termes de gaz à effet de serre, le privé est surreprésenté par rapport au public, mais en fait, on peut pas dire quelque chose et ne pas le faire. Enfin, c'est l'adéquation de l'action et du dire, quoi. Donc en fait, en termes pour répondre sur la partie européenne, assez peu de choses, si ce n'est, mais c'est pas de la contrainte. Le Green Deal européen, ça évidemment, tout comme d'ailleurs le plan Next Generation EU qui conditionnait 30% des financements au fait que ce soit des financements dédiés à la transition écologique. Ça, c'est au moins un des leviers financiers pour faire en sorte que. En revanche, dans les obligations d'exemplarité, on est encore très loin. On va parler formation. Je relaye juste la deuxième question d'Amélie Turet. Merci beaucoup. Posez vos questions à la droite de vos tablettes. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Comment une priorité peut-elle devenir institutionnelle sur le long terme ?
C'est une très bonne question. Oui. Il y a toute une batterie en fait de mesures possibles et imaginables. Effectivement, il y a d'abord la priorité. Quand on parle de priorité, on parle en effet d'effets culturels ou d'effets d'entraînement. Elle est fixée par un discours au fond qui va dire à partir de maintenant, la Cour va s'autosaisir systématiquement dans tous ses contrôles des questions d'évaluation de budget vert, etc. Bon, et ça n'est pas encore à ce stade une obligation. Et puis après, il y a toute la gradation possible des incitations qui vont de l'encouragement de nature fiscale, par exemple, à la sanction, qui tombe de manière nette et claire si telle ou telle règle n'est pas respectée. Là, pour le coup, le curseur appartient au législatif, appartient aux politiques. Et il me semble que la Cour, elle, a un rôle à jouer plutôt en amont et en aval. En amont, par effet d'entraînement et d'exemplarité, en disant voilà ce qu'on pourrait faire, voilà les choses que nous pouvons nous auto-appliquer avant même qu'on nous y oblige. Et puis il y a l'aval qui est, voici ce que nous avons constaté comme résultat en fonction des mesures qui ont été imposées. En revanche, il ne lui appartient évidemment pas, elle, de fixer ce curseur-là, qui est un curseur par définition démocratique, citoyen et politique. Mais elle aura un rôle à jouer, évidemment. Question sur la formation. Alors, vous expliquiez tout à l'heure, Adeline Baldacchino, qu'au fond, il faut penser à poser les questions sur ces enjeux-là. À la rédaction d'Acteurs Publics, on avait reçu récemment un énarque qui nous disait, mais sur les bancs de l'ENA, il y a 18 ans, je crois, il y était passé au début des années 2000, le mot développement durable était quasi inexistant. Il faisait le constat que ces enjeux de transition infusent fortement, enfin, en tout cas, il y a une accélération, mais qu'il faut peut-être intensifier. La formation est évidemment clé, Camille Andrieux. Tout à fait. Moi, je suis passée sur les bancs de l'ENA il n'y a pas si longtemps, en fait, parce que c'était de 2018 à 2020. Et le mot développement durable, alors peut-être le mot développement durable, mais le mot environnement, etc., était presque complètement inexistant. Alors qu'on parle des enjeux d'administration exemplaire dans les textes depuis 2008. Enfin, tout à fait. Ça faisait déjà une dizaine d'années. Et on commence aujourd'hui, je ne me prononce pas sur la formation à l'ENA devenue INSP aujourd'hui, parce que j'imagine qu'il y a dans le cursus maintenant une prise en compte des enjeux de transition écologique. En revanche, vraiment, moi, quand j'y étais, ça n'était pas pris en compte. On avait en fait, et là, on en revient à la ferme des énarques, c'est-à-dire que l'ENA est aussi une machine à répliquer ce qu'on faisait par le passé. Et donc, les interventions qu'on avait, aussi intéressantes soient-elles, ne portaient moins sur demain que sur le passé, en réalité. Et notamment sur les enjeux du passé de l'administration publique. Donc, moi, je suis très critique là-dessus aussi. Oui. Encore une fois, aujourd'hui, je ne parle pas du cursus de l'INSP que je ne connais pas et j'imagine que ça a dû évoluer. Mais oui, au-delà de ce sujet, de ce cas personnel, bien sûr, la formation est l'un des leviers incroyablement nécessaires. D'ailleurs, on voit que c'est soulevé maintenant par les étudiants aussi. AgroParisTech, Polytechnique, etc. De plus en plus d'étudiants prennent la parole pour dire que, ils n'iront pas dans les secteurs qui étaient les plus prisés auparavant, secteur financier, le conseil, etc. On a vu des prises de parole très fortes d'étudiants. Oui. Tout à fait. AgroParisTech, il me semble. Voilà. Oui. Donc, premier point. Et deuxième point, des étudiants qui demandent de la formation sur les enjeux publics, sur les enjeux de transition écologique, etc. Donc ça, à la fois, c'est une demande des étudiants, donc des jeunes générations qui vont faire l'avenir. Et donc, en face, il faut juste qu'on soit en mesure de le faire. Et donc, la formation, c'est à la fois dans les écoles du service public. On parlait de l'INSP, mais c'est la même chose pour les IRA, pour les écoles, le directeur d'hôpital, etc., pour l'ensemble des écoles du service public. Ça, c'est complètement nécessaire. Et ensuite, également en formation continue. À la Cour des comptes, il faut qu'on soit en mesure de former les magistrats sur tel ou tel sujet, sur tel ou tel outil, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Encore, c'est le moment, à l'automne dernier ou peut-être à l'été dernier, le printemps, le gouvernement, a annoncé un vaste plan de formation, alors pour les cadres dirigeants, puis les cadres encadrants, 25 000 personnes du côté de la fonction publique de l'État. Le CNFPT, l'INED disent qu'ils se sont aussi pleinement appropriés ces enjeux. Alors vous, Adeline Baldacchino, vous étiez de la promotion ENA Willy Brandt en 2009. 2007-2009, je confirme le fait que le développement durable, c'était quand même quelque chose de très, très iconoclaste, un peu lointain, un truc pour les hippies, enfin, pour faire simple. Et
et on en parle encore moins que de littérature, c'est dire. Donc voilà, je crois savoir qu'effectivement, ça n'a pas progressé très vite. Je me méfie aussi d'une chose, c'est-à-dire que les mots peuvent être là, peuvent figurer dans une maquette, c'est formidable. Enfin, ça, on le sait, c'est ce qu'on appelle le greenwashing. Il suffit pas de parler développement durable pour reconfigurer des politiques publiques en fonction de ces enjeux-là, évidemment. Il y a toute une série de revues, là. Il y a une éclosion de revues extraordinaires, certaines portées par des collectifs X ou Y qui n'ont absolument rien d'écologique, mais qui surfent sur une vague qui est aussi une mode. Et donc, c'est à la fois rassurant, parce que ça veut dire une sensibilisation telle de l'opinion publique que tout le monde, y compris les grosses entreprises les plus polluantes, savent qu'elles ne peuvent plus ignorer ce sujet. Et en même temps, ça appelle une forte exigence sur ce qu'on appelle la formation elle-même. Alors, pareillement, je ne me prononcerai pas sur l'INSP parce que je connais trop mal et je regarde de trop loin ces maquettes aujourd'hui. Ce que je constate, c'est qu'on a un travail à faire, y compris en interne. Je parlais tout à l'heure du modèle CARE de Jacques Richard. Eh bien, Jacques Richard va venir jeudi prochain pour la première fois à l'invitation d'une association de la Cour des comptes, pas de la Cour des comptes elle-même, mais d'une association qui œuvre au sein de la Cour des comptes pour présenter son modèle, pour avoir une discussion avec les magistrats financiers sur ce sujet. Et c'est très bien, mais il était temps, en effet, comme on dit. Et donc, je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire. Je lisais dans la presse, tout récemment, que de grands cabinets de consultants privés, que je ne nommerai pas, ont décrété un beau matin qu'ils allaient former l'intégralité de leur staff français pour un master sur l'écologie qu'ils déléguaient à une grande école de commerce. Ça témoigne là encore d'une prise de conscience, d'une forme d'urgence. Et on attend ce grand plan de formation destiné au secteur public qui permette de prendre en compte cette exigence. C'est vrai, quand on est magistrat à la Cour et qu'on y est entré il y a 30 ans, 20 ans, une dizaine d'années comme moi, qu'il y a encore du chemin à faire pour que ça devienne un réflexe naturel. Alors des choses se mettent en place, souvent par des initiatives internes, collectives, associatives. Je pense à un autre collectif qui s'est créé au sein de la Cour des comptes et qui organise sur sa propre initiative ce qu'on appelle des fresques du climat, donc des ateliers qui permettent aux gens de mieux percevoir ce que sont les enjeux. Là encore, ça reste ponctuel plus que systémique. Et c'est à cette approche un peu plus systématique que justement qu'on en appelle dans notre texte. Deux choses pour revenir pour insister sur la formation. Alors il y a des enjeux de formation peut-être théorique, et puis il y a aussi un enjeu de savoir-être, d'incarnation, de posture managériale. C'est aussi les modèles et les formats de formation qu'il faut repenser. Bien sûr, à la fois sur... je ne sais pas si je comprends bien votre question, mais moi je vois deux points. Il y a à la fois, je ne sais pas si on peut parler d'effet générationnel. Moi je ne suis pas non plus la guerre des jeunes contre les vieux ou la guerre des moins expérimentés contre les plus expérimentés. On est tous très jeunes et c'est très bien comme ça. En revanche, il y a un vrai sujet quand même de portage des ambitions écologiques. Oui. Et nous, ça reboucle aussi sur votre première question, sur comment ça a été accueilli. On a eu aussi un accueil très favorable par rapport à ça. C'est très bien parce que vous portez enfin les sujets qui nous tiennent à cœur et qu'on aimerait mettre en œuvre dans nos contrôles. C'est-à-dire que quand on commence un contrôle de manière très, très pragmatique, on nous dit, OK, allez chercher X ou Y raisonnement, etc. Aujourd'hui, on pourrait ajouter le Z qui serait la dépense verte, etc. Et donc ça, on voit que l'accueil à la Cour des comptes est vraiment important. Le deuxième sujet en miroir, c'est qu'il faut qu'on ait des formateurs sur le sujet. Oui, et les vous l'aviez formateurs, exprimé, qui pour former Qui pour former et qui pour former, c'est un vrai sujet, notamment en interne au secteur public, parce qu'il faut le temps que les générations formées à ces sujets, qui deviennent elles-mêmes formateurs, arrivent. Et donc là, il y a aussi un vrai levier à actionner. Mais par rapport à il y a quelques années, la dimension réseau est très forte. Vous évoquiez des associations qui se développent. Je pense à 4 ou 5 associations qui, acteurs publics, avaient donné récemment la parole, qui se sont appropriées ces enjeux-là, des associations lancées assez récemment. Et puis la dimension réseau est très forte, finalement. Les formats qu'on fait et puis les réseaux entre pairs, vous y contribuez. C'est aussi une autre manière que de former, que d'accompagner, que de sensibiliser. Oui, parce que je crois qu'il y a un mouvement qui pousse de l'intérieur, qui là encore est rassurant. Et alors, en effet, il y a des collectifs qui se forment. Mon enthousiasme me permet de jeter mon stylo vert. Vous aurez remarqué que je suis cohérente, ainsi que la veste. Enfin, j'essaie d'être dans la thématique. Des collectifs se forment et s'intéressent de très près à ces questions-là, que ce soit nos services publics, Sens du service public, le LIER, MAMA du côté des juridictions financières et d'autres. Le réveil écologique aussi. Voilà, donc il y a quelque chose qui pousse très fort depuis la
la base, depuis les racines, si on veut rester dans la métaphore, mais qui induit en effet de nouvelles pratiques, j'ai envie de dire, à la fois managériales, pour reprendre le terme qui a été employé tout à l'heure. On ramasse votre stylo en direct. Merci beaucoup, c'est magnifique. Et de nouvelles pratiques, en réalité, il faut quand même en venir à ça, même si c'est un terrain plus politique, de nouvelles pratiques du pouvoir qui impliquent simplement une prise en compte plus horizontale des préoccupations des gens. Parce que si on continue à fonctionner sur un mode complètement pyramidal, hiérarchique, classique, dont la plupart des entreprises, là encore, on est à front renversé d'une certaine manière, du secteur privé, sont en train de s'affranchir parce qu'elles voient qu'elles n'arrivent plus à recruter tout simplement aussi lorsqu'elles fonctionnent de cette manière-là. Si on n'arrive pas à réinventer une culture du service public mieux irriguée par cette préoccupation qui est démocratique, citoyenne, donc horizontale, évidemment, on achoppera toujours devant les mêmes formes de problématiques, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, il y a un petit bonus vert. Vous voyez, moi, ça me fait penser, je m'intéresse aussi, et par ailleurs, à la littérature et à la poésie. Et la poésie, c'est toujours cette abolie, bibelot, d'inanité sonore, cette petite chose jolie qu'on met sur un buffet parce qu'on écrit des poèmes à 14 ans quand on est amoureux. Et moi, je me bats pour essayer de rappeler que, au fond, la poésie est au contraire le cœur vivant de la littérature, et ce qui compte le plus quand on va lire, y compris un roman. Mais de la même manière, la question verte, si on veut, elle peut être mise là pour faire joli dans le décor, avoir un appel à recycler ses capsules de café, utiliser un gobelet en céramique parce qu'on aura coché la case qui va bien, mais n'engager aucune réflexion en profondeur. Et dans ce cas-là, l'affaire est perdue. Le greenwashing que vous expliquez. Et ça rejoint le greenwashing. Et donc, sans oublier que la prise en considération de ces affaires-là, du nombre de feuilles qu'on peut éviter d'imprimer en dévorant des forêts, etc., c'est déjà important, c'est déjà un premier pas. Le vrai risque serait que l'on s'arrête à ça et que l'on considère qu'au fond, ça suffit et qu'on a rempli nos obligations parce que c'est toujours les autres qui devraient faire ces efforts-là qu'on n'est pas capable de faire en se regardant dans le miroir. Voilà un petit peu le lien, risque, je pense, le risque auquel on fait face aujourd'hui dans le secteur public. Mais bon, encore une fois, on peut espérer que le contexte fasse qu'à la fois on puisse accepter des choses davantage imposées et puis une appropriation plus large. Une réflexion sur, là on parle beaucoup de managers, de top managers. On sait que dans le secteur public, dans la fonction publique territoriale notamment, il y a 70% d'agents d'exécution, on va dire. La fresque du climat ne s'adresse pas forcément à eux. Il faut aussi les toucher, pour que ça marche. Alors je vous pose la question, faut-il pour que ça marche que chaque agent public se sente acteur de cette transformation et comment faire pour que 5,5 millions, tous les agents publics aient un levier ou aient le sentiment ou aient la capacité d'avoir un levier pour agir? Ça répond aussi à la question qui a été posée sur comment la priorité devient institutionnelle. Oui. C'est à la fois, effectivement, la vision, l'incarnation, le discours politique de la personnalité qui incarne l'institution, mais c'est aussi et surtout la responsabilité individuelle de chacune et de chacun qui travaille dans le corps, quoi. Et quand je dis chacune et chacun, c'est peu importe les catégories, A, B, C, à la limite peu importe. Il faut vraiment qu'on se sente tous dans l'action par rapport à ce sujet-là. Et ça, c'est un sujet discursif, c'est-à-dire qu'il faut porter ces messages-là au plus haut de l'institution, Cour des comptes, mais ça peut être autre chose, pour mettre en capacité et surtout permettre à chacun de se sentir acteur. Aujourd'hui, dans la fonction publique, il y a un vrai sujet de perte de sens, notamment par rapport à l'action de chacun qui se sent soit trop dilué, soit trop verticalisé, etc. Et donc la transition écologique, c'est aussi ce sujet-là. C'est juste redire à chacun que basiquement, on a tous un rôle. Et nous, c'est ce qu'on a voulu faire aussi à travers ce bouquin. C'est quelque part exprimer une position en espérant qu'elle puisse infuser sur le discours plus global. Et le deuxième sujet, c'est évidemment les leviers qu'on met à disposition. Adeline prenait l'exemple d'un grand cabinet de conseil. Ce cabinet de conseil va former tout le monde. Le sujet, bien sûr, dans la fonction publique, c'est de surtout ne pas s'arrêter qu'aux catégories A+, A, etc. C'est d'arriver à l'ensemble des catégories. Donc former tout le monde, mais aussi qu'ils aient la conviction de pouvoir agir, c'est aussi une affaire hautement managériale.
Hein, oui. Voilà. Il nous reste et qui reboucle sur l'attractivité. Dans l'étude de la DGFP que je citais, l'un des biais ou l'un des raisonnements qui est le plus souvent mentionné, c'est le fait de dire qu'en fait, pourquoi seulement 10% des nouvelles générations décident de rejoindre la fonction publique, c'est qu'en fait, ils ressentent, que ce soit fantasmé ou non, avoir plus de leviers d'action dans le secteur privé que dans le secteur public. Et donc, au-delà de la question de la transition écologique, pour arriver à que l'État soit fort, non pas en tant qu'État surplombant, dans le surcontrôle, etc., mais l'État soit fort, à savoir État et les moyens de son action, il faut arriver à redonner envie du service public en disant aux jeunes générations que rejoindre l'État dans ce moment de crise qui sont protéiformes, la crise Covid, la crise de la transition écologique, la guerre en Ukraine, etc., on a plus que besoin des nouvelles générations et que ces nouvelles générations peuvent être en mesure d'apporter et d'actionner des vrais leviers au sein même de la fonction publique. Je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, hein. Je dis juste que c'est ce qu'on espère et c'est ce que... Mais ce qui se passe aussi qui est intéressant, c'est quand même que quand je dis que ça pousse de la base, littéralement c'est ça, c'est-à-dire que en réalité les agents les plus investis sur des réflexions écologiques ne sont pas forcément les A+, ou les A, et on le voit bien y compris à la Cour, le collectif qui s'est créé pour travailler sur les questions vertes est un collectif qui comprend plein d'administratifs et de gens qui se sentent extrêmement concernés au quotidien, pas forcément dans leur métier par ces sujets-là, et qui ont envie d'importer cette urgence, ce sentiment d'urgence que souvent d'ailleurs ils ressentent à travers leurs enfants qui eux-mêmes allant à l'école sont sensibilisés par des enseignants qui eux pour le coup sont souvent en pointe sur ces sujets-là, et de les importer dans la réflexion au niveau du travail pour voir comment le lien se fait. En réalité, quand on pense à cette formation des A+, c'est parce que souvent c'est en haut que ça coince, parce qu'en haut on peut avoir cette forme de culture ou d'éthos ou d'imaginaire qui est celui d'une sorte d'innovation triomphante qui permettra de toujours aller vers plus de croissance parce qu'on trouvera des solutions technologiques à tout le mal qu'on a pu faire à la planète, etc. Qui est un imaginaire qui est en train de se déliter, mais tout doucement, et qui est quand même beaucoup plus tenace, justement dans les catégories A ou A+, de la fonction publique, que dans le reste de la population en général et de la fonction publique elle-même. Donc la base va obliger le haut de la pyramide à bouger, et c'est une bonne chose. C'est le troisième niveau de ce qu'on exprime dans la cour écosophiste. Il y a 3 niveaux. Il y a l'écologie, l'écosophie, donc c'est 3 niveaux d'écologie. Et c'est pour ça que c'est l'écosophie, donc Sophia, et non pas l'écologie Logos, c'est plus large. Il y a le niveau de l'écologie presque idéologique, à savoir le discours que l'on porte sur l'écologie dans une institution. Il y a le niveau de l'écologie sociale, à savoir le rapport d'une institution, à savoir la Cour des comptes, vis-à-vis des autres institutions, de l'extérieur, mais également du secteur privé. Et il y a l'écologie intime. Et l'écologie intime, on le mentionne dans le bouquin, et on pense que c'est extrêmement important, parce qu'en fait, ça renvoie à la façon dont une institution, au sens collectif du terme, traite l'ensemble des agents. Et donc, c'est pour ça qu'on fait évidemment aucune distinction, bien au contraire, entre les agents de quelque nature que ce soit. Ça paraît essentiel. C'est comme ça que ça peut marcher, sinon... Ça rejoint, quand je vous posais la question sur la formation, la question du savoir-être, enfin, la question de l'incarnation, enfin, ne pas, Adeline Baldacchino, vous le dites, il faut dépasser les postures triomphantes, dites-vous, et bien être connecté. Le collectif au sein de votre institution qui se développe, il faut évidemment lui donner la parole et lui donner les moyens d'agir. Tout cela est passionnant. Il nous reste une dizaine de minutes d'échange. Donc, continuez à poser vos questions. J'en relaye 2. Une question que je trouve très pertinente. Votre ouvrage, donc Comptez demain, Cour des comptes, démocratie au XXIe siècle et Fondation Jean Jaurès, édition de l'Aube. Comment avez-vous pu écrire ce rapport, on va dire il écrit ce rapport, mais plutôt cet ouvrage, en respectant votre devoir de réserve? Est-ce une commande interne, donc non, et votre statut d'universitaire? Voilà, comment vous avez eu, en respectant votre devoir de réserve, avez-vous pu avoir un ouvrage aussi engagé? Alors vous y avez répondu au début, Pierre Moscovici, le premier président, vous a donné toute confiance. C'était la clé, quoi. En fait, on s'est dit avec Adeline, ça fait un petit moment qu'on voulait écrire ensemble, et notamment sur ce sujet-là. Et donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais en effet, le fait d'en avoir parlé à Pierre Moscovici, qui nous ait délié les mains complètement, ça a été une façon d'eux. Et puis le deuxième sujet, qui est plus un sujet de fond, de contenu, c'est à nouveau que, en fait, moi j'ai le sentiment qu'on respecte en fait notre devoir de réserve, parce que on ne critique pas la Cour des comptes. En fait, on fait un état des lieux tel qu'il est aujourd'hui, et on propose des choses pour que la Cour des comptes ait un rôle encore plus fort à l'avenir. Donc en fait, ce qu'on aimerait faire, c'est surtout être des personnes en interne qui portent un discours, non
presque de lanceur d'alerte au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'on ne dénonce pas, on propose pour l'avenir. Et donc moi j'ai le sentiment de ne pas être en infraction vis-à-vis de ce devoir de réserve qui a évidemment été, je parle du contenu, mais la forme par rapport à Pierre Moscovici a été extrêmement importante aussi. Pour dire un mot encore un peu plus précis, pour creuser le même sillon, le devoir de réserve, c'est le devoir de préserver le secret professionnel. C'est le devoir de ne pas s'exprimer sur des affaires dont on a eu à traiter, des sujets sur lesquels on est en train de travailler alors que rien n'a été rendu public, etc., etc. Le devoir de réserve du fonctionnaire ne doit pas, à mon avis, jamais être confondu avec un devoir de ne pas s'engager. Le fonctionnaire, on le disait tout à l'heure, est un citoyen. Et il n'y a pas de devoir de neutralité idéologique. Il y a un devoir d'impartialité qui est fondamental en effet et qui est garanti par tout un ensemble de processus qui fait d'ailleurs la collégialité, fait que dans la collégialité vous avez des gens, parlons clairement, des gens de droite, des gens de gauche, des gens du centre, des gens pas engagés. C'est ce qui fait que s'établit un équilibre à un moment donné qui permet de garantir qu'il n'y ait pas une prise de position politique d'un rapport finalement émis par la Cour des comptes. Mais nous, d'abord, on est dans un ouvrage, j'ai envie de dire, de réflexion intellectuelle, complètement à l'écart. C'est en cela que ça n'est pas un rapport, justement. Mais surtout, on assume complètement le fait qu'il y a, d'une part, notre activité de fonctionnaire, avec tout ce que le devoir de réserve implique naturellement, et puis, d'autre part, un engagement citoyen, personnel, qui, lui, ne relève pas du tout de la neutralité idéologique, à mon avis. D'ailleurs, ce serait une parfaite illusion que de croire que tous les fonctionnaires en France seraient censés ne pas penser quelque chose de ce qu'ils font, ne pas porter même de jugement sur leur activité au quotidien. Il y a la loyauté, c'est une chose, et puis il y a la réflexion que l'on peut et même que l'on doit avoir, et qui introduit une forme de recul sur l'action que l'on mène et qui, à mon avis, est au contraire une forme de devoir pour chacun d'entre nous, qu'on soit fonctionnaire ou pas. Vous ne contrevenez pas la loyauté, à l'impartialité, à la neutralité, qui vous permet aussi d'être tout à fait engagé comme vous le faites. Question de M. Villemon, je ne sais pas comment on prononce, qui s'adresse plus à vous, Camille Andrieux. Vous salue. Pourquoi votre livre n'est-il pas disponible à la vente à la Cour ? Faut-il attendre les prochaines journées européennes du patrimoine ? Non, il est disponible assez facilement. Et peut-être juste, on a vraiment voulu séparer la logique institutionnelle de notre logique à nous. Oui, donc on n'a pas fait de lobbying en interne. S'il y avait une librairie, on aurait pu imaginer une forme de... Mais il n'y a pas de librairie ouverte au public aujourd'hui. Donc voilà, je pense que c'est la principale... Il le soulignait en plaisantant. Bien sûr. Le smiley. Nicolas Larmagnac, question que je découvre. 2 remarques. La question de l'attrait de la fonction publique ne concerne pas seulement les A et A+. Vous l'avez dit, il a évidemment raison. Aujourd'hui, il y a aussi des métiers entiers où la fonction publique n'arrive pas à recruter. Travailleurs sociaux, auxiliaires de puéricultrices, etc. Vous avez raison, évidemment. Et deuxième remarque... Est-ce qu'il y a un énorme point, peut-être juste pour rebondir là-dessus. Nous, évidemment, on s'exprime en notre qualité, on a fait certaines formations, etc. OK. Mais au-delà de ça, le contexte plus général sur la fonction publique, là, on parle de certains secteurs. Le secteur de la santé, le secteur... Alors, je ne sais plus quelle est l'anecdote, mais à Noël 2022, les hôpitaux affichaient 36 heures pour être soignés. Enfin, on arrive sur des situations complètement hallucinantes de lacunes de services publics. La santé, l'énergie, les transports, l'éducation, ça concerne évidemment pas que des catégories A+. Parce qu'il y a un souci en partie de recrutement. De recrutement, de moyens, de vision, d'ambition. On va peut-être pas en reparler maintenant, mais la tarification à l'activité pour les hôpitaux, le recrutement, forts, bien sûr. Donc c'est évidemment trans-catégorie. Et sa deuxième remarque, mais on l'a mentionné, la puissance publique, ce n'est pas seulement l'État, c'est aussi les collectivités territoriales, par exemple. Et aujourd'hui, la dépense publique locale est au niveau de la dépense de l'État. D'accord. Là-dessus, peut-être juste moi, un point. Le rapport public annuel de la Cour des comptes, là, sorti en 2023, porte sur le sujet de la décentralisation. Donc on parle beaucoup des finances publiques locales dans ce rapport-là. Moi, j'aimerais juste rappeler un sujet, c'est que la dette locale, ça représente à peu près 10% de la dette globale. Donc il faut quand même relativiser. C'est-à-dire que quand on entend le discours de « Allez, les collectivités à l'os, faites encore un effort depuis des dizaines d'années », ok, ça bien les sûr. agace quand on... Mais enfin, moi je suis même pas fonctionnaire territorial, mais je comprends que ça puisse agacer, parce que si on en revient à des données extrêmement pratiques, le gros de la dépense, qu'elle soit bonne ou pas, c'est pas dans les collectivités, et les collectivités ont au contraire fait déjà beaucoup d'efforts.
faudrait que vous écriviez un essai là-dessus, ça ferait Oui. une autre Oui, voilà, c'est ça. Et il y avait une question que je veux relayer. Amélie Turet, merci beaucoup. Que pensez-vous des formations-actions pour accélérer les prises de conscience et les mises en œuvre? Et elle renvoie aux formations type Pierre Rabhi, que je ne connais pas. Peut-être en transcrivant la question, il y a d'autres formats de formation, peut-être individuels ou autres. Enfin, aujourd'hui, il faut peut-être renouveler et innover en la matière. Oui, alors bon, nous on est très favorable à tout ce qui peut relever de la diversification des imaginaires publics. Pour employer le terme qu'on explore un petit peu dans le texte, ça peut passer par des ateliers fiction, ça passe par ce qu'on appelle des jeux sérieux, des serious games, vous savez, qui sont donc des séances de travail et de formation organisées sur la base d'une sorte de jeu de rôle en réalité, et qui donc emportent l'adhésion peut-être plus facilement aussi parce qu'il y a une forme il y a un caractère plus festif et plus amusant de l'opération en question. Moi, je crois qu'il faut multiplier les sources et multiplier les formats. Moi, je crois beaucoup aux livres, tout simplement. Je crois beaucoup aux guides, avec des choses très clairement expliquées, mais aussi à ces moments de type fresque du climat, où on se retrouve pour avoir des échanges dans un cadre un petit peu plus joyeux et un peu différent. Il n'y a rien de contradictoire là-dedans. C'est plutôt, pour le coup, la diversification et l'accumulation des formats qui peut, au final, permettre de donner un peu chair à ces thématiques qui, sinon, risquent toujours de rester trop abstraites, tout simplement. Puis la forme est importante. Dans nos formations, on a souvent des ouvrages longs, lourds, et là, ça se lit bien, c'est péchu, c'est très bien écrit. Il est 14h53, 6-7 minutes d'échange pour conclure. Alors, je relaye, c'est pas des questions. Monsieur Didier Loison, je ne sais pas si vous le connaissez, certainement vous connaît-il très bien. Il y a bien une boutique à la rue Cambon. Le journal officiel a officialisé l'augmentation de 50% du pot de miel de 125 grammes, passé de 6 à 9 euros. Alors, je ne sais pas Merci si c'est vrai. Merci de cette information que je ne connais pas. Je vais donc me dépêcher d'essayer d'identifier la localisation et de la boutique et du pot de miel. Et du pot de miel, et donc vous nous relayerez. Il est passé de 9 euros, de 6 euros à 9 euros. Bon, ah oui, l'inflation est forte. Deux remarques. Monsieur ou Madame Pagnou, merci Camille Andrieux pour ce témoignage. Proposer le livre. Enfin, toutes les deux proposer le livre au comité d'histoire. Ah oui, tout à fait, on pourrait le... Oui. C'est pertinent. Et une dernière avant pour rebondir sur le comité d'histoire, on s'était posé la question d'ailleurs, parce qu'avant de choisir l'angle de ce bouquin qui se veut effectivement péchu, enfin en tout cas on l'espère, on s'était posé la question de redécortiquer ce qu'on fait un petit peu en introduction, l'histoire de la cour Régis, etc., etc. Et donc de transmettre une note d'histoire qu'on a presque déjà en fait réalisée au comité d'histoire. Donc effectivement, c'est un oubli, on pourrait tout à fait le faire. Donc merci pour cette suggestion. Peut-être pour l'histoire qui fait un travail formidable. Voilà. C'est ça, pour celles et ceux qui nous regardent, le comité d'histoire, de la Cour des comptes. De la Cour des comptes, qui a publié des ouvrages qui sont disponibles à la documentation française, entre autres un d'ailleurs qu'on cite là sur la question des années noires et du rôle de la Cour des comptes et des magistrats pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a beaucoup de travaux qui sortent, qui sont très intéressants, d'autres aussi sur les chambres des comptes et leurs avatars sous la Révolution française. Beaucoup de choses qui permettent de réfléchir un peu plus en profondeur à ce que signifie le rapport entre les finances publiques et l'état finalement politique d'une société. Concluons. Enfin, tout ça est passionnant, le temps passe très 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 vite. Et pour conclure, je vous propose de relayer cette dernière question du chat. Merci beaucoup d'avoir posé beaucoup de questions et d'avoir réagi. Cet échange était très vivant. Avec un œil réaliste et de terrain, comment imaginez-vous la Cour dans un avenir plus ou moins lointain, hors JF, juridiction financière 2025 ? Très bonne question pour conclure. Comment vous voyez la suite ? Alors vous avez dessiné, vous avez esquissé les choses, mais allez, si on se retrouve dans 2-3 ans, qu'est-ce qui doit avoir changé ? Comment vous voyez la suite et quels sont les messages peut-être en conclusion chacune sur lesquels vous voulez insister ? Aline Baldacchino peut-être ? Alors moi je préfère l'imaginer dans 200-300 ans. Oui. Je trouve que c'est plus intéressant parce que là on pourrait avoir une configuration assez différente. Je l'imaginerais volontiers comme une sorte de maison, justement, on le disait, du citoyen, ouverte, mais surtout comportant de nombreuses assemblées, sous-assemblées,
capable de rassembler non seulement des fonctionnaires et des experts, mais aussi un certain nombre de citoyens tirés au sort sur la base du volontariat, qui travailleraient pendant un temps plus ou moins long, de 2 ou 3 mois, sur telle ou telle politique publique, avec des artistes, avec des ingénieurs, avec des chercheurs qu'on oublie trop souvent, parce que le lien entre la recherche académique et l'action publique opérationnelle est encore, je pense, trop distendu, alors que c'est là qu'on peut aller chercher de la matière grise qui aurait vocation à alimenter de véritables alternatives politiques. Et donc, c'est cette cour-là que j'ai envie d'imaginer, dans laquelle il y aurait une sorte d'effervescence perpétuelle, une forme de ruche, chose qui serait assez dissemblable, hein, il faut bien le dire, de ce qui se passe aujourd'hui dans des termes beaucoup plus feutrés et très agréables aussi, mais où finalement, pour créer, pour rallumer l'étincelle et faire un peu brasier et créer une forme d'enthousiasme, ça demeure un combat. Et c'est un combat qu'il est d'ailleurs très amusant de mener, c'est ce qu'on a voulu faire avec ce livre. Mais voilà, c'est plutôt cette cour-là que j'ai envie d'imaginer dans un temps sans doute plus long et moins réaliste et plus utopiste. Mais je crois qu'il y a un lien entre l'horizon qu'on fixe et le chemin qu'on fait pour l'atteindre. Rendez-vous dans 200 ou 300 ans, mais avant cela, on regardera comment tout cela évolue. Votre peut-être conclusion. je vais ajouter là-dessus, moi, sur la Cour des comptes. Alors, je ne sais pas si c'est 200 ou 20 ans, et peut-être que ça peut se rejoindre. Moi, j'espère que la Cour des comptes sera toujours respectée, parce que c'est un point important dont on n'a pas parlé, mais c'est une institution de la République qui est profondément respectée. Alors, je ne sais pas si j'ose le mot, mais aimée de la population. Et c'est vraiment, moi, je pense que c'est l'une des richesses les plus importantes de la Cour des comptes. Quand on a fait un sondage au moment de la réforme juridiction financière 2025, ça a montré qu'en gros, plus de 80% de la population avait une opinion positive de la Cour des comptes, ce qui est franchement inné parmi les autres institutions de la République. Donc j'espère surtout qu'on maintiendra là cet amour, en tout cas cette affection citoyenne vis-à-vis de la Cour. Ce que j'espère aussi, c'est que la Cour des comptes saura faire bien mieux qu'elle ne le fait aujourd'hui, saura donner à chacun la conviction qu'il est à la juste place, à sa juste place à la Cour des comptes, et qu'il peut agir et influer sur la trajectoire de la Cour des comptes. Aujourd'hui, à la Cour, on est encore trop dans une dimension statutaire. Quelle formation, quelle école, quel statut, etc. Et donc, sur l'écologie intime, j'espère vraiment qu'on arrivera à faire socle, à faire du commun beaucoup plus à la Cour. Et puis, le troisième point, qui est le point sur lequel on est revenu davantage, et moi qui m'est évidemment cher, c'est celui de la transition écologique. Et j'espère que dans 20 ans, la Cour des comptes pourra dire qu'elle aura contribué, en sachant chiffrer, parce que je n'ai aucun doute sur le fait que les magistrats pourront le chiffrer, à hauteur de X%, à hauteur de X milliards de transition écologique. Merci beaucoup à toutes les deux. Les questions continuent. Une fusion de la Cour avec le CESE, du coup, est-il envisageable? On l'a évoqué, alors je vous invite à revoir la réponse d'Adeline Baldacchino tout à l'heure. Chaque institution doit travailler ensemble. Merci beaucoup infiniment à toutes les deux, Adeline Baldacchino, Camille Andrieux, pour cette présentation, pour ce débat, pour cet échange. Regard croisé, vous êtes co-autrice de cet ouvrage « Compter demain, Cour des comptes et démocratie au XXIe siècle », préfacé par Pierre Moscovici. C'est aux éditions de l'Aube, publié par la Fondation Jean Jaurès. Merci beaucoup à l'IGPDE pour cet échange, un échange proposé donc par l'Institut de la gestion publique et du développement économique. IGPDE, ce format bien connu maintenant, c'est Rencontre 90 minutes pour le lire, que nous vous proposions aujourd'hui en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire et son organisme de formation, la sous-direction de l'innovation pédagogique et collaborative. Merci à vous deux. Merci infiniment aux équipes de l'IGPDE pour ce rendez-vous. Je vous dis à très bientôt pour de prochains échanges. Merci beaucoup.